Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. On va commencer par Bridgestone, puisque c'est votre région, les Hauts-de-France. Le gouvernement va mener une contre-expertise sur l'ensemble des scénarios, des solutions alternatives. Est-ce que c'est la bonne initiative? Est-ce qu'on peut trouver une alternative à la fermeture de l'usine? Mais tout ça, c'est du blabla. Ça démontre une chose, c'est qu'en fait, ils sont impuissants. Les politiques sont impuissants. Ils ont créé un système, ils ont créé une logique économique dont aujourd'hui ils sont devenus les esclaves, les exécutants, mais en tous les cas, ils ne bougent plus les choses. La réalité, c'est que cette logique économique, c'est la suivante. Vous désindustrialisez le pays, donc vous appauvrissez ceux qui travaillent dans les entreprises, vous les mettez au chômage, vous compensez avec des assurances chômage, et quand vous compensez avec des assurances chômage, vous avez moins d'argent public pour réindustrialiser le pays. Le serpent se mord la queue sans arrêt. On est au bout de cette logique, il faut le reconnaître. Ceux qui ne le reconnaissent pas, comme le gouvernement, seront condamnés à poser des sparadraps, des pansements constamment. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut empêcher la fermeture de Bridgestone? La direction disait hier que non, elle voulait absolument fermer. Simplement, elle était prête à trouver des repreneurs, à développer des nouveaux projets, à faire des reclassements. Mais on peut lui tordre le bras, si je puis dire, et l'obliger à ne pas fermer? Moi, je me méfie parce qu'avec Whirlpool, on a déjà eu l'exemple d'un repreneur qui, en fait, a commencé par reprendre une entreprise, a licencié un tiers des employés, puis parce qu'après, il est passé sous les feux de l'actualité, a terminé le boulot et à la fin, Whirlpool a fermé. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle est dans sa logique de la rentabilité absolue. Donc, de toute façon, il n'y a rien à attendre de cette entreprise. Elle a touché de l'argent public, elle veut mettre des salariés sur le carreau. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, d'abord, c'est récupérer cet argent public qui doit aller aux salariés. Ça c'est pas la fermeture d'une entreprise. Non, mais c'est récupérer cet argent public qui doit aller aux salariés. On doit, de l'autre côté, diversifier la filière du pneu. La diversifier, mais également l'élargir sur, par exemple, le pneu écologique, sur tout ce qui est filière de recyclage des pneus. On doit se montrer imaginatif. C'est là où les pouvoirs publics ont une responsabilité. Et c'est là aussi où les pouvoirs publics n'ont évidemment rien anticipé. Parce que ces comportements industriels, on les connaît et on va les voir se multiplier sous prétexte de la crise sanitaire du Covid. Donc si on reste dans cette logique, on sera les pouvoirs publics, les élus verseront des larmes de crocodile, viendront déposer des couronnes mortuaires sur les entreprises qui ferment parce qu'ils ne veulent pas changer de logique. La nationalisation, c'est une solution ? Non, pas ici, parce que ce n'est pas un outil stratégique. Bridgestone n'est pas un outil stratégique. Que l'État s'implique, si on peut trouver des solutions, évidemment, pour sauver, bien entendu. Mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est fondamentalement changer de logique. On avait et on a la possibilité, avec cette crise du Covid, de changer de logique économique. C'est vraiment la possibilité de faire autrement, de sortir de cette logique. Eh bien, ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui en est prisonnier. Ils sont impuissants. Xavier Bertrand, il semble avoir pris le dossier à bras-le-corps. Il a parlé d'assassinat, il propose des solutions. Objectivement, vous n'avez pas le sentiment qu'il fait le job ? Mais je pense qu'il y a le fond et la forme avec Xavier Bertrand. Sur le fond, il est prisonnier de la même logique. Vous savez, Xavier Bertrand, ça fait longtemps qu'il sait que l'entreprise doit fermer. Il voulait même continuer d'injecter de l'argent public dans cette entreprise qui devait et voulait fermer. Donc il est dans cette même logique. En réalité, qu'est-ce qui a changé avec Xavier Bertrand depuis qu'il est président de la région? Quel est le bilan? C'est exactement comme Emmanuel Macron, en fait. Rien n'a changé. Et puis de l'autre côté, il est obsédé par la présidentielle. Bon, ça y est, on le voit. Vous parlez à Xavier Bertrand de Bridgestone ou des trains Paris-Douai qui sont supprimés. Il vous répond élection présidentielle. Vous savez, c'est un peu comme le héros de Tintin, Séraphin Lampion, l'assureur qui cherche à vous vendre son concept à tous les bouts de champ. À chaque fois que vous lui parlez de quelque chose de sérieux, il revient avec le même concept. Xavier Bertrand, vous lui parlez de dossiers fondamentalement importants pour notre région, il vous répond « je suis candidat à la présidentielle ». Alors, ça devient ridicule. Il veut être candidat à la présidentielle, mais d'abord il veut se faire réélire comme président des Hauts-de-France. Vous serez candidat contre lui ? Moi, j'ai envie de prendre les commandes de cette région, mais l'heure n'est pas aux décisions de candidature. J'ai envie de prendre les commandes de cette région parce que rien n'a changé. Parce que quel est le bilan de Xavier Bertrand? En réalité, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas eu de changement depuis qu'il est à la tête. Et puis, je ne veux pas qu'on prenne en otage les habitants de notre région. Xavier Bertrand dit l'élection régionale, ce sera ma primaire. Ce sera la primaire de rien du tout. Les habitants, on le voit, ont suffisamment de difficultés pour qu'on ne s'essuie pas les pieds sur eux comme sur un paillasson. Donc, vous serez candidat contre lui ou à la présidence des Hauts-de-France? Si mon mouvement politique me fait confiance, j'espère pouvoir l'être pour pouvoir incarner ce changement et cette rupture. On imagine difficilement le Rassemblement national s'y opposer.
La Covid, le ciel s'assombrit, chute des bourses, alors que les professionnels de santé s'inquiètent, notamment de la hausse du taux de positivité. Certains annoncent une deuxième vague, vous le craignez. Est-ce que le gouvernement en fait trop ou au contraire pas assez ? Je ne sais pas si on peut parler de deuxième vague. En fait, quelque part, c'est très médiatique de parler de deuxième vague. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt les conséquences d'un confinement et d'un déconfinement, dont Jean Castex d'ailleurs était le responsable, qui était mal géré, ce que nous subissons. C'est-à-dire pas d'anticipation. Il n'y avait pas de masque en début de Covid. Maintenant, il n'y a pas de tests. Il n'y a pas de rapidité des tests. Ce qui pose aussi la question de la responsabilité des laboratoires, qui perçoivent quand même 300 millions d'euros via l'assurance maladie de remboursement des tests. Donc en fait, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Mais surtout, il n'y a pas de mesures cohérentes. Moi, je me demande, parce que les Français, et c'est bien légitime, ont peur, sont tracassés par tout ça, je me demande si en fait on insécurise les Français par incompétence absolue ou par stratégie. Si ce gouvernement n'arrête pas de changer les protocoles du soir au matin pour insécuriser les Français, parce que pendant ce temps-là, au moins, on n'aborde pas d'autres sujets, ou alors s'il est totalement incompétent. Peut-être un peu des deux d'ailleurs. Sur les écoles, allègement du dispositif, dispositif sanitaire, si un seul enfant ou même deux sont positifs, on ne ferme pas la classe et l'école, c'est normal, c'est bien ? Mais les écoles ne sont pas des clusters, a priori. La capacité à transmettre le virus dans les écoles n'a pas été démontrée chez les enfants. Donc faisons des choses simples, mais faisons des choses cohérentes. Quand vous voyez que la veille de la rentrée des classes, je discutais avec le maire de Famars, une petite commune de ma circonscription, on change les protocoles la veille de la rentrée des classes. Est-ce qu'on peut avoir des protocoles qui soient simples, compréhensibles, on s'adapte en même cohérents, temps, vous savez, mais sur l'école et la non-transmissibilité du virus par les enfants, on le sait depuis longtemps. Ça a été prouvé, il n'y a pas eu de cluster dans les écoles françaises. Donc si on pouvait avoir des choses simples, cohérentes, ça aiderait probablement les Français et ça les sécuriserait. Alors puisqu'on parle de l'école, il y a une polémique qui se développe autour de la tenue des élèves. Jean-Michel Blanquer demande une tenue républicaine pour les collégiennes, pour les lycéennes. Elle proteste en disant on a le droit de s'habiller comme on veut, y compris avec des shorts, avec des jupes courtes. Oui, je ne sais pas ce que c'est qu'une tenue républicaine. Ce que je sais, c'est ce que doit être une tenue conforme à un lieu ou à des circonstances. Vous n'allez pas à un enterrement habillé en fluo, a priori. Vous n'entrez pas dans une église à moitié à poil. Donc on sait ce que c'est qu'être conforme à des lieux ou à des occasions. C'est ça la réalité. Et l'école, c'est un lieu d'apprentissage, de la liberté d'ailleurs. C'est pas un lieu où on fait tout et n'importe quoi. C'est pas un lieu où on arrive forcément en string ou en short. C'est un lieu d'apprentissage de la liberté, des codes sociaux. Et il ne faudrait pas se retrancher derrière des règles de droit un peu ridicules pour oublier tout cela, c'est-à-dire ce qu'est réellement l'école, ce qu'est réellement la décence dans des lieux publics, par exemple. Emmanuel Macron prononcera le 2 octobre son discours sur sa stratégie contre les séparatismes, et notamment le séparatisme islamiste, avant un projet de loi à l'automne. Donc sont visés en particulier le financement des mosquées, le contrôle des associations, le communautarisme d'une façon générale. J'imagine que tout ça vous êtes pour. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le fameux maître des horloges, comme se définissait Emmanuel Macron, il est un peu en retard. Ça fait quand même 3 ans qu'il nous balade sur un discours sur la laïcité, le séparatisme, le communautarisme. En fait, on a l'impression qu'il est dans l'embarras. Et lorsque je vois que, par exemple, la DRH de Charlie Hebdo a été exfiltrée chez elle, moi j'aimerais qu'une loi sur le séparatisme, ça permette au moins aux Français de ne pas devoir quitter leur chez eux à un moment ou un autre. C'est-à-dire que ce symbole de cette DRH exfiltrée de Charlie Hebdo, il symbolise, je trouve, tellement bien ce qui est en train d'arriver à notre pays. On est en train d'effacer notre pays, son identité, ses repères culturels. Une loi sur le séparatisme de plus ne changera rien si d'un autre côté on n'a pas été ferme en fermant les mosquées salafistes, en virant les délinquants étrangers, en ayant une fermeté qu'on n'a pas vue depuis 3 ans, il faut bien le dire. Alors vous parlez d'identité, il y a eu un grand discours hier de Jean-Luc Mélenchon pour lancer son think tank de son parti. Il salue, je le cite, la créolisation de la France dont il ne faut pas avoir peur. On avance, on vit, dit-il, en réclamant une 6e République.
Vous en pensez quoi? En fait, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de sombrer dans la marginalité. C'est en fait la revendication d'une société multiculturelle. Et Jean-Luc Mélenchon, on le sait, est habité par l'idée d'ethniciser les relations humaines. Ah non, il dit que c'est la réalité de la France aujourd'hui, il ne faut pas s'en plaindre. Moi, vous savez, je pense qu'on a un concept qui est très bien, c'est celui de l'assimilation républicaine, qui est celui des valeurs républicaines. On n'a pas besoin d'inventer des concepts, alors même que ce concept-là subit des coups de boutoir régulièrement. Donc que Jean-Luc Mélenchon invente des concepts et qu'il essaye de faire rentrer des rapports d'ethnie dans les relations humaines, ou en tous les cas dans la conception qu'il a de la République, me semble très dangereux. Parlons un petit peu du Rassemblement national. Il y a eu des élections législatives, des partielles là, qui ont été décevantes, parce qu'il y a un seul candidat s'est qualifié pour le deuxième tour. Les municipales, ça n'a pas été très glorieux non plus. Et il y a le sentiment, on l'entend même, semble-t-il, au sein du Rassemblement national, que la rentrée est ratée, que Marine Le Pen n'imprime pas. Vous en pensez quoi? Sur les partielles, sur les 6 élections partielles, nous sommes qualifiés une fois au second tour, mais nous ne l'étions pas la dernière fois du tout. Ce qu'on peut noter dans les partielles, juste pour fermer ce chapitre, c'est l'effondrement total de La République En Marche. Pour le reste, les partis politiques dans ces partielles ont fait à peu près les scores qu'ils faisaient la dernière fois. Sur La République En Marche, la crise actuelle de la démission du numéro 2. En fait, vous savez, il faut 6 élections partielles pour que ces gens-là essayent de prendre la poudre d'escampette. On les voit, ils se disent, oulala, ça craint, partons, quittons le navire avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment des réflexes de politicard du vieux monde. Et quand on est rompu, comme nous le sommes au Rassemblement national, à des années d'élections, on sait qu'il y a des gros vents et on sait qu'il y a des vents porteurs. Nous, il y a un vent porteur. Alors, chez vous. Il y a un vent porteur, je le crois. D'ailleurs, on le voit pas. D'ailleurs, les Français on l'a pas vu au municipal, on l'a pas vu au partiel. Les Français reconnaissent que Marine Le Pen est la meilleure et la seule en réalité opposante au système Macron, qu'elle incarne le mieux cette opposition, à la fois sur les idées et à la fois sur la capacité d'incarnation de celle-ci. Donc moi, ce que je crois, c'est que les élections régionales seront un rendez-vous important parce qu'il y aura la capacité à choisir entre 2 modèles différents. Le modèle des Républicains qui n'en finissent pas de mourir, alliés à Emmanuel Macron, et puis le modèle que nous proposons, celui qui fait de la proximité, du localisme, de la préservation de nos identités, de notre économie, bref, une autre logique, et c'est ce vers quoi nous allons construire les choses. Ah oui, il y a quand même un petit souci. Il y a quelqu'un qui se fait entendre, c'est Marion Maréchal. Elle dénonce une croisade contre ses partisans. C'est ceux comme Nicolas Bay qui ont été écartés de la commission d'investiture. Et puis surtout, elle conteste la ligne politique du Rassemblement national, la ligne patriote contre mondialiste. Elle dit non, ce qu'il faut faire, c'est lui substituer une union des droites. Oui, moi je connais ce discours parce qu'en fait, moi je viens de l'UMP à la base. Donc c'est vrai que je ne serais pas venu si je n'avais pas compris que Marine Le Pen, quelque part, me parlait. Et Marine Le Pen, évidemment qu'elle parle aux Français de droite, mais elle parle également aux Français de gauche. Nous, on ne croit plus à cette conception de la droite et de la gauche. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour Marion Maréchal Le Pen parce que je pense que c'est une jeune femme intelligente qui théorise un certain nombre d'idées. Mais quand on parle de l'union des droites, c'est quoi? C'est demander à Christian Estrosi, qui se définit comme un homme de droite, de venir avec nous, ou à Xavier Bertrand qui dit les Républicains, c'est ma famille. Non, en réalité, je pense qu'il faut dépasser tout ça. Il n'y a jamais eu autant de gens de droite qui sont arrivés, Mariani, Jean-Paul Garot, Jérôme Rivière, moi-même, de l'UMP au Rassemblement national. Et il n'y a jamais eu autant de gauche, je pense à Andrea Cotarac, de la France Insoumise, qui sont arrivés. Il faut dépasser ça. Il faut avoir, je crois, le courage de regarder le monde politique tel qu'il est aujourd'hui. Il est reconstruit autour de 2 pôles, vous l'avez dit, les mondialistes et puis ceux qui pensent que la nation, ça vaut encore quelque chose. Nicolas Dupont-Aignan, qui a été votre allié à la dernière présidentielle, plaide lui aussi pour une union de la droite avec un projet sérieux. Il ajoute, sinon, Marine Le Pen ne peut pas gagner à l'usure. Elle ne gagnera pas toute seule, ne gagnera pas à l'usure. Non, mais chaque fois. Marine Le Pen ne compte ni gagner à l'usure, ni seule. Elle compte gagner avec la cohérence de ses idées, la stabilité de ses idées. Et moi, j'aime bien, sincèrement, qu'on nous donne des leçons. Mais pour parler du second tour, il faut déjà réussir à passer le premier tour. Ce que je vois, c'est que dans le monde politique aujourd'hui, la seule qui peut aller défier Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. La seule qui passe la rampe du second tour, c'est Marine Le Pen. Même Emmanuel Macron n'en est pas sûr. Un mot pour terminer, il reste quelques secondes. Éric Dupond-Moretti qui nomme une femme, une avocate, à la tête de l'École nationale de la magistrature pour bousculer. C'est une bonne initiative? Oui, c'est plutôt une bonne initiative. Nous, on est pour que ce cursus de l'École de la magistrature soit le plus diversifié, le plus ouvert possible. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne initiative. Merci Sébastien Chenu, bonne journée. Bonne journée. C'est à vous, Romain.